Bonsoir, bonsoir et bienvenue à cet espace de psychanalyse pour tous. Donc pour ceux qui nous regardent de YouTube, si vous voulez voir le direct, vous pouvez avoir accès au Facebook de Clémence Lenis, psychanalyste, et vous pourrez avoir accès au mardi à 21 h au direct, pour pas attendre le lundi 20 h pour la retransmission sur YouTube. Donc, et puis en plus, parce que sur Facebook, il se passe plus de choses que sur YouTube. Bienvenue, donc, bienvenue. Apparemment, la connexion ne se fait pas. La connexion ne se fait pas. Si, la connexion se fait. Clémence, ne sois pas impatiente. Tout se fait en son temps. Alors, attendez, on va essayer d'organiser ça, parce qu'après, j'essaye d'organiser, puis j'arrive à rien. Donc, bien le bonsoir, comment allez-vous? Nous sommes bien là, nous sommes bien arrivés, donc à notre rendez-vous, notre épisode de Psychanalyse pour tous, notre super épisode de Psychanalyse pour tous. Il fait un peu noir, non? Ici, il fait un peu sombre. Je vais mettre de la lumière. C'est un petit peu mieux, un petit peu mieux. C'est pas génial, mais c'est un petit peu mieux. Bonsoir Olivier, Nathalie, bonsoir. Donc nous y sommes. Et aujourd'hui, nous nous sommes donc proposés de parler de l'adolescence. De voir un petit peu que signifie cette période de l'adolescence pour la psychanalyse, c'est-à-dire pour la constitution de cet appareil psychique. Khaled, bonsoir. Non, puisque nous, on s'intéresse toujours à l'appareil psychique, pas seulement à toutes ces transformations anatomiques, biologiques qui vont avoir lieu chez cet adolescent, sinon et surtout et principalement cet appareil psychique qui va lui aussi être secoué. On va dire. Parce que lors de cette adolescente, de cette puberté, il va y avoir une augmentation, une grande augmentation d'énergie qui va se produire. Donc c'est pour ça que cette augmentation d'énergie, il va falloir que l'adolescent apprenne à voir qu'est-ce qu'il va en faire. Et au départ, comme il ne sait pas trop ni d'où ça vient, ni ce que c'est, il va patauger, on va dire. Il va patauger. Alors, il y a plusieurs choses qui sont importantes, Marlène, bonsoir, importantes à penser quand on va justement s'intéresser à ce phénomène, Martine, bonsoir Martine, à ce phénomène de l'adolescence, qui est un phénomène donc, rappelons-le, par lequel nous sommes tous passés, n'est-ce pas? Même si nous en avons de vagues souvenirs ou que nous y avons enlevé l'importance qu'il y avait à cette époque-là, bien évidemment, et qu'aujourd'hui, on regarde les adolescents avec un œil différent. Alors, attendez, on va essayer d'organiser ça, on va voir si j'y arrive. Oui, ça peut être bien. Annick, bonsoir. Annick, bonsoir. Donc cette adolescence, je disais, ce n'est pas seulement ces modifications anatomiques et biologiques qui vont bien évidemment avoir lieu, mais c'est un moment décisif, Bénice, un événement, un moment décisif pour la production de l'appareil psychique. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là qui va avoir lieu, Michel, bonsoir, que va avoir lieu ce que Freud parle, non, Samuel, bonsoir, Freud, Raquel, bonsoir, Freud va faire référence à cette roche vivante qu'est la castration, qui est le complexe de castration, et c'est-à-dire, c'est le moment de la répudiation du féminin, de la féminité. Gina, bonsoir. Que nous soyons hommes ou que nous soyons femmes. Donc, pour les deux, on va dire que c'est quelque chose, Marilyn, bonsoir, c'est quelque chose qui va les toucher tous les deux. Et c'est ce grand phénomène qui va avoir lieu et auquel ils vont devoir faire face. Non ?
Donc, et ensuite, quand on parle de la castration comme cette roche vivante sur laquelle on va, poum, non, faire bloquer, on va dire que c'est quelque chose qui va nous accompagner toute notre vie, que c'est quelque chose que on ne va jamais résoudre ni dans le bonsoir en disant voilà, j'ai résolu le complexe de castration, sinon que c'est quelque chose qui va m'accompagner toute ma vie et que dans chaque moment déterminant de ma vie, hein, va se représenter ce phénomène. Hein. Par exemple, on fait un parallèle entre cette adolescence, cette puberté, c'est avec, par exemple, la ménopause. Hein, c'est-à-dire dans cette augmentation de l'énergie, où très souvent aussi la femme se retrouve avec une augmentation d'énergie et qu'elle ne sait pas quoi en faire. Alors une chose importante, on va voir, c'est une chose importante et je vais le souligner dès maintenant, c'est-à-dire que la vie des enfants, les enfants ne sont pas là pour reproduire la vie des parents, sinon qu'ils vont devoir faire leur propre vie. Hein. Et que le moment de l'adolescence aussi, c'est un moment où ils vont commencer donc à se séparer réellement des parents. Ils vont commencer à se séparer réellement des parents et que très souvent, pour pouvoir se séparer, Jasmina, pour pouvoir se séparer, ce qu'il va faire, c'est que l'adolescent va se disputer avec les parents et que nous devons le considérer comme quelque chose de, non seulement de normal, sinon de quelque chose de, qui convient à l'enfant pour pouvoir se séparer de ses premiers objets d'amour. Donc, on disait, et c'est très important, les enfants ne doivent pas reproduire la vie des parents, parce que la vie des parents, c'était la vie des parents, chacun sa vie, comme on dit, et que les enfants vont devoir, eux, produire leur propre vie, qui n'a pas, donc, qui ne doit pas leur ressembler à la vie des parents. Donc, ils doivent pouvoir, on dit que les enfants doivent pouvoir dépasser ce que a réussi à construire, hein, ce qu'ont réussi à construire leurs parents, que les enfants doivent réussir à dépasser ce qui a été. Donc il y a toutes ces, à l'adolescence, il y a toutes ces exigences, on va dire, qui viennent, qui font partie de ce moment. Donc, et on dit que ce moment, quand on parle de ce moment de l'adolescence comme cette roche vivante, la roche vivante, c'est-à-dire, on va dire, c'est là où va apparaître dans le psychisme, la différence sexuelle. C'est à ce moment-là que va prendre, ou que doit prendre corps, on va dire, la différence sexuelle, qui n'est pas une différence sexuelle seulement anatomique, sinon que c'est une construction psychique, cette différence. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement des organes visibles, sinon qu'il s'agit aussi de ce qui réellement vont découvrir, c'est ce qui manque. Valérie, bonsoir. C'est ce qui manque hein, pour l'adolescence. C'est-à-dire qu'ils vont... Et qu'est-ce qui manque? C'est le manque qu'ils vont découvrir qui va être le moteur. Non, ce manque qui va être le moteur. Donc, c'est-à-dire que les adolescents vont découvrir qu'il existe une partie invisible de la sexualité, l'appareil génital féminin, non? Et tout ce qu'il représente, parce qu'il ne s'agit pas simplement, bonsoir Hakim, il ne s'agit pas simplement d'une histoire de vagin, sinon de qu'il y a quelque chose que jusqu'ici, premièrement, ils croyaient que tout ce qu'ils voyaient existait, ce qu'ils ne voyaient pas n'existait pas, sinon qu'il y a des choses qu'ils n'ont jamais vues et qui existent. Et que cet appareil féminin vient montrer la différence, qu'il existe une différence, et que cette différence existe. Pourquoi? Encore une fois, parce que nous avons besoin de la reproduction pour la perpétuité de l'espèce. D'accord? C'est-à-dire que cette perpétuité de l'espèce, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Elle vient nous dire que nous sommes mortels. D'accord? Et c'est ce premier choc, on va dire, ce premier choc qui va toucher les adolescents. Mais c'est pas simplement ça. Non, c'est pas simplement ça.
C'est-à-dire que ça va au-delà du biologique et ce qui est vraiment angoissant pour l'adolescent, ou qui peut l'être, parce que ce n'est pas pour tout le monde la même chose, c'est qu'il y a justement ce vide structurel de la sexualité et qu'il y a ce manque qui se manifeste en fait et qui ne pourra jamais être comblé. C'est à ce moment-là que va se constituer ce manque dans l'appareil. Alors une autre chose aussi qui est intéressante quand on parle des adolescences, c'est-à-dire que à l'adolescence, comme vous devez très certainement vous en rappeler, ce sont les processus affectifs qui dominent les processus intellectuels. D'accord? Donc ça c'est-à-dire que tout est sensation, affection et exagération de toutes ces manifestations. D'accord? C'est-à-dire que l'adolescent est, Françoise, bonsoir, l'adolescent est autant touché par les nouvelles connaissances que par la personnalité des gens qui l'entourent, que ce soit, on va dire, les professeurs qu'ils doivent écouter toute la journée, que ce soit les camarades de classe, hein, parce qu'il y a toute cette vie sociale qui est en train de se développer, et donc ils vont se voir un petit peu comment ils se débrouillent avec toutes ces sensations qu'ils ont sur toutes ces personnes qui les entourent. Et que, bien évidemment, le chemin de la connaissance va passer par ces figures qui représentent en fait ces maîtres, ces maîtresses, ces professeurs en tout genre. Et ils mettent beaucoup de sentiments sur ces relations, où ils les détestent, où ils les adorent, où il est sympa, que c'est difficile de trouver des relations indifférentes avec les professeurs, il y a toujours des sentiments qui se manifestent. Et en plus, il faut voir que ces professeurs, en fait, c'est comme, Charbel, bonsoir, c'est un petit peu comme des modèles qu'ils vont utiliser, c'est-à-dire qu'ils vont déplacer les affects qu'ils avaient sur leurs parents, ils vont le déplacer sur ces figures de ces nouveaux adultes, ces nouveaux représentants d'adultes qui vont être les professeurs. Et sur donc, ces nouvelles figures, va se déplacer quoi? Donc les affects qu'ils avaient pour leurs parents. Donc ils vont, pour certains, manifester une certaine rébellion contre certaines figures du professeur, et pour d'autres au contraire ils vont être passionnés, amoureux des professeurs, ils les aiment, ils les haïssent, ils les vénèrent, ils les critiquent, enfin tout ça fait avec énormément de passion. Que ça c'est une caractéristique aussi de l'adolescence, et cette passion qui se manifeste. Donc comme je disais, tous ces personnages qui vont faire partie de leur vie sociale, sont des substituts des premiers objets affectifs. D'accord? Donc, c'est-à-dire que, et ça peut être tout au long de notre vie, c'est-à-dire que la porte d'entrée au monde se fait par les images représentant de ces premiers amours du père et de la mère, des frères ou des sœurs, c'est-à-dire du noyau central qu'est la famille. C'est-à-dire que les nouveaux personnages qui vont apparaître dans Nadine, bonsoir, les nouveaux personnages qui vont apparaître dans leur vie, en fait, sont en relation et avec cet héritage qui va nous accompagner, bien évidemment, toute notre vie. Et mais il y a une chose qui est importante à prendre en considération. On dit que une des images les plus importantes, alors le premier amour c'est la maman, mais une des images les plus importantes pour l'adolescent, c'est l'image du père. C'est l'image du père, parce que Lila bonsoir, l'image du père, il va y avoir des sentiments ambigus face à cette image du père, et qu'un professeur peut aussi représenter cette image. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il va ambivalent plutôt, et on va voir que devant ou face à certains professeurs, il va y avoir des manifestations
de sentiments ambivalents, de je l'adore et je le déteste, tout comme avec le père. Ou parfois c'est séparé, c'est-à-dire qu'on déteste un professeur pour en aimer un autre, non, mais qui sont représentants, qui viennent de ces sentiments de base des parents. Hein. Donc, de la même façon qu'il peut y avoir, non, de l'amour, de l'admiration, de vouloir être tout comme le petit garçon voulait être comme papa, je serai comme papa quand je serai grand, et l'adolescent, il peut dire je serai comme ce professeur quand je serai grand. Non, c'est aussi une possibilité. Mais il va aussi, non, c'est-à-dire qu'à l'adolescence, le père aussi représente, on va dire, Lucie, bonsoir, à l'adolescence, le père représente aussi, non, comme on le sait, la loi, l'autorité, et donc c'est quelqu'un qui vient empêcher la satisfaction de ses désirs. Et arrive au bonsoir, qui vient empêcher la satisfaction de ses désirs. Donc, il veut bien évidemment l'éliminer pour pouvoir satisfaire ses désirs. Et les tendances affectives ou hostiles qu'il va sentir à l'égard du père, eh ben, se maintiennent ensemble, non, se maintiennent unies, elles ne se séparent pas. Dans certains cas, si, et dans certains cas, non. Mais tout ça, ça va se manifester donc à l'adolescence, non seulement dans l'ambiance familiale, mais en plus, ça va se manifester aussi à l'école, à l'université. Et c'est-à-dire que c'est l'adolescent, le jeune adolescent, c'est quand il se rend compte que son père n'est pas aussi fantastique qu'il l'avait imaginé. C'est-à-dire que son père, il lui avait donné toutes sortes de qualités et il va bien devoir se rendre à l'évidence que ces qualités ne correspondraient pas à tout ce qu'il avait imaginé, que son père n'est pas aussi magnifique, ni aussi puissant, ni aussi sage, ni aussi riche que ceux qu'il aurait bien aimé, hein, ce qu'il a cru, ce qu'il a cru. C'est pour ça qu'il y a une déception, c'est-à-dire que c'est comme s'il s'était trompé, parce qu'il a cru quelque chose en fait qui n'existait pas. Non, et c'est-à-dire que son père ne le satisfait plus, donc il apprend bien évidemment à le critiquer et surtout il va lui faire payer sa déception, c'est-à-dire qu'il reproche au père de ne pas être ce que lui, il aurait voulu trouver, non, et que la déception dont il souffre, on va dire, c'est les parents qui vont souffrir, qui vont avoir les répercussions de ces déceptions. Donc d'une certaine, Annie, bonsoir, d'une certaine manière, on va voir que les nouveaux adultes qui vont rentrer dans la vie de ces jeunes adolescents, en fait, ils vont prendre la position des parents. Donc des fois, on peut voir des adolescents qui peuvent avoir dans la maison familiale une très bonne relation avec papa-maman, mais que les véritables disputes se passent avec les professeurs. C'est-à-dire que la rébellion se passe sur d'autres figures. Donc je peux maintenir une relation sociale avec ma mère, avec mon père, plus ou moins correcte, et par contre, à l'école, je me dispute. Ou, dans les deux cas, je me dispute avec tout le monde. Non, et, et donc, bien évidemment, c'est à partir de cette époque aussi que va se développer, donc face à ces déceptions, à ces troubles, à cette énergie, ces passions, à cette énergie qui se développe de partout, hein, on va voir qu'il va y avoir des troubles qui vont se manifester donc à partir de l'adolescence et qui, dans certains cas, peuvent s'installer pour toute la vie s'ils ne sont pas pris en considération, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas traités de façon efficace. Efficace, ça veut dire avec un traitement adéquat à la situation. La psychanalyse, par exemple. Non, donc, parce que très souvent, ce qui se passe dans les familles, c'est que face à certaines difficultés de l'adolescent, eh ben, on laisse passer le temps, on pense que ça va lui passer, il est enfermé dans sa chambre, il ne fait rien, il ne veut plus rien faire. Bon, il y a eu déjà des signes, Mariam, bonsoir, il y a eu déjà des signes auparavant, et qu'on attend que ça va passer. Alors effectivement, dans certains cas, ça passe, que l'enfant, non, l'adolescent a cette période de crise, et puis ensuite,
il va pouvoir s'éloigner de ses figures parentales pour pouvoir créer sa propre vie. Et d'accord. C'est-à-dire que quand on dit que l'adolescence aussi c'est une période de crise, c'est une période de crise parce que les instruments que le jeune avait pour être en relation avec les autres, pour être en relation avec ses parents, avec les amis des parents, etc., ben, il avait certains instruments, une certaine manière d'être. Mais à partir de l'adolescence, il y a une crise parce que tout ce qui avait été utile pour lui jusqu'ici, ben, ça ne l'est plus à partir de l'adolescence. C'est-à-dire qu'il va devoir se renouveler, fabriquer de nouveaux instruments et créer un nouveau personnage, en fait. Parce que non, quand on dit qu'il y a toute cette transformation physique qui se manifeste hein, à la vue de tout le monde, représente aussi toute cette transformation qui a lieu au niveau du psychisme. Non. Donc c'est une époque de rupture, c'est une époque de perte, pardon. C'est-à-dire que non, ce corps infantile aujourd'hui, donc, alors d'un côté il est content parce qu'il commence à être grand, donc il rejette, maintenant je suis un grand, donc il rejette tout ce qui se passe à l'extérieur, non, que le père protecteur n'est plus aussi protecteur. Euh, et que très souvent, ce qui se passe, c'est que l'adolescent, il se sent or, il n'y a plus de place, non, il sent qu'il n'a plus sa place. Mais parce qu'il n'a pas encore créé, non, il est comme dans un processus de transformation et que sa place n'a pas encore été créée. Donc il sent qu'il n'a pas encore, qu'il n'a plus sa place. C'est-à-dire que toutes les normes qui l'ont servi pour traverser toute son enfance, en fait, elles sont devenues beaucoup plus faibles et même inapplicables, c'est-à-dire qu'il ne peut plus les utiliser. Il y a des nouvelles valeurs qui se manifestent, des nouvelles sensations, et comme s'il fallait tout recommencer de nouveau, non, que tout est à faire. Et alors il faut voir que cette adolescence, on pourrait souligner un petit peu que cette adolescence est aussi une construction sociale. Non, il y a 200 ans, l'adolescent n'existait pas, c'était un homme. Non, il arrivait très facilement, Fatima, bonsoir, c'était un homme qui, très rapidement, il n'y avait même pas d'enfants. Les enfants, ils étaient, dès qu'ils pouvaient commencer à marcher, ils étaient envoyés ils étaient envoyés chercher des trucs pour commencer à travailler. Donc, l'adolescent n'existait pas, c'était un jeune homme qui devait commencer non, à faire sa vie, à aller travailler surtout. Et donc, les jeunes aujourd'hui, non, il y a un problème aussi social qui ne les aide pas non plus à faire face à toutes ces transformations par lesquelles ils doivent passer. Et il y a plusieurs choses, mais la chose peut-être qu'on pourrait souligner, qui est le plus important, c'est qu'aujourd'hui, dans la société actuelle, on dit qu'il n'y a plus, Anne, bonsoir, qu'il n'y a plus de mythe du futur. Un mythe du futur, c'est un idéal pour l'avenir. Hakim dit comment le complexe d'Oedipe se manifeste-t-il avec l'adolescence? Le complexe d'Oedipe, non, a déjà commencé à être résolu. C'est par les disputes, par exemple, il va se manifester par les disputes. On dit que c'est les disputes, c'est quelque chose qui peut être utilisé pour prendre des distances avec les parents, pour pouvoir se séparer de ses premiers amours. Non. Donc, je parlais du mythe du futur, qui est quelque chose de très important, dans le sens où c'est un idéal. C'est-à-dire qu'il y a eu une génération... la mienne ou celle juste avant, encore que la mienne en était Anil, bonsoir. Et il y a eu des générations, la génération de nos parents, on va dire, par exemple, et c'était une génération où il existait un mythe du futur. Un mythe du futur, c'est-à-dire qu'il y avait un idéal, ne serait-ce que la société de confort. Par exemple, on croyait que si on arrivait à gagner beaucoup d'argent, si on arrivait à faire ceci, à acheter cela, etc., on trouverait le bonheur. Non, puisque c'est ce que recherche l'être humain dans tous les cas. Et ça, c'était une motivation pour grandir, c'était une motivation pour se développer, c'était une motivation pour faire face justement à toutes ces difficultés que présente
ces transformations de l'adolescent. Alors qu'aujourd'hui, en plus de tous ces troubles qui font partie, ces troubles qui sont normaux, qui font partie de cette étape, on va dire le riz bonsoir, ben, il y a en plus la difficulté que présente la société, c'est-à-dire que la société ne pense pas ces adolescents, ou elle les pense juste pour les transformer en drogués, elle ne les pense pas pour leur donner un poste de travail, sinon qu'elle pense pour les envoyer aujourd'hui dans des universités privées qui vont coûter une fortune et qui vont les endetter s'ils doivent faire un, un crédit pour pouvoir se les payer. Non, c'est-à-dire qu'on va les utiliser pour gagner de l'argent. Mais pour créer des postes de travail, il n'y en a pas. Il n'y a pas de poste de travail pour les jeunes. Donc, se débattre dans ces situations, ce n'est pas évident. Donc, c'est-à-dire que ne pas pouvoir voir le futur, de s'imaginer dans un futur, de pouvoir construire un idéal de futur, même si on ne l'obtient jamais. Non, ce qui est intéressant, et pour chacun d'entre nous aussi, pas simplement pour l'adolescent, de pouvoir penser qu'il y a un futur que je peux construire, non, parce que ça ne va pas tomber du ciel, que je peux construire quelque chose pour obtenir une transformation de ma vie. C'est Guy Bonsoir. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui est très important et qui touche principalement les adolescents. Non, comme je disais, les adolescents où on va, Marie-Marie, comment se fait le DIP lorsque la cellule est monoparentale? Il y a toujours, Marie, il y a toujours quelqu'un qui vient faire le rôle du père. Non, il y a toujours, comme on dit, le rôle du père, c'est en fait quand il y a quelqu'un qui lui dit non, quand il y a, parfois c'est même la mère, non, qui, c'est pas monoparental, en fait ça n'existe pas parce que tous les enfants ont eu un père et une mère, tant qu'on ne nous fabriquera pas dans des, non, dans des trucs, je sais pas, et dans des comment ça s'appelle, des cellules, non, ça n'existe pas. Pour l'instant, nous venons tous d'un père et d'une mère. Si la mère est toute seule à élever son enfant, ben, elle a beaucoup plus de travail. C'est principalement ça. Mais l'enfant a un père. D'ailleurs, la mère, elle en parle. Et ton père ceci, et ton père cela. D'accord? Bon, après, il y en a certaines qui veulent faire croire à leur enfant qu'elles ont fait tout ça toutes seules. Et ça, bien évidemment, c'est une erreur. Parce que même si le père est parti, ou même si la mère, elle a rejeté le père, non, il y a toujours un père dans l'histoire. Et en plus, les pères, Marie-Marie, c'est quelque chose qui est important. Parce qu'après, comme je viens de dire, après, mon père n'était pas là, mais j'ai rencontré un professeur qui m'a enseigné plein de choses. Rappelez-vous le professeur de Camus. Alors, entre le professeur de Camus et son père, ben, ce qui est beaucoup plus important dans la vie de Camille, bien évidemment, c'est son professeur qui a pu désirer, pour lui qu'il grandisse. L'aider à grandir, c'est-à-dire qu'au départ, non, fécondation in vitro, mais fécondation in vitro, il y a encore le spermatozoïde et l'ovule, non? Il y a toujours jusqu'à... Bon, enfin, on verra bien ce qu'ils seront capables de faire, mais qui sont capables de fabriquer des enfants sans plus avoir besoin ni de femmes ni d'hommes. Enfin, on verra bien ce qu'ils seront capables de faire. Donc, ce que je veux dire, c'est que père, on peut en avoir beaucoup, comme la mère, on peut en avoir beaucoup dans notre vie. En fait, à côté de notre mère, il y a toujours une tante, il y a toujours une grand-mère, il y a toujours quelqu'un d'autre qui nous a aidés à grandir quand maman n'était pas disponible. Et puis après, on a trouvé un autre prof. Et le père aussi, c'était un professeur, un maître. Je veux dire que tout au long de notre vie, quand on continue à se former, on peut avoir, si on laisse la place, bien évidemment, avoir d'autres mères et d'autres pères, que ni l'un ni l'autre ne doivent obligatoirement être uniques. C'est eux qui se sont occupés de nous à la base, qui nous ont mis au monde, qui se sont occupés de nous, mais après, nous arrivons dans une société où il y a beaucoup plus de gens que nos parents qui ont travaillé. Donc, c'est plus intéressant de penser l'enfant, non pas seulement dans ce noyau familial, sinon de penser l'enfant dans cette structure sociale. Et comme je dis, cette structure sociale, aujourd'hui, elle n'est pas très intéressée par les adolescents. Sinon qu'au contraire, on voit qu'il y a un certain rejet envers les adolescents. Si nous regardons bien,
de la part de la société adulte actuelle, il y a un rejet dans le sens où il n'y a rien de préparé pour eux. On n'a rien préparé pour eux pour qu'ils puissent développer une vie, pour qu'ils aient envie de dire « Tiens, j'ai envie d'avoir ça ». Donc, c'est important de pouvoir s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui interprètent et qui disent que, en fait, les adultes d'aujourd'hui, nous avons une attitude envieuse envers cette jeunesse qui est en train d'arriver, qui va prendre la relève, quand nous, on va plus être capable de faire le travail, c'est eux qui vont prendre la relève, qui vont prendre notre place. Alors, comme on est envieux, on dit pas question, et on préfère annuler directement leur développement, leur croissance. C'est-à-dire qu'il y a une attitude de notre part, non, des adultes en général, je dis de notre part, parce qu'on est tous d'une certaine façon impliqués, même si certains essayent de faire quelque chose, non, pour ces adultes, pour ces jeunes adolescents, mais que d'une façon générale, nous sommes tous impliqués dans ce rejet, cette envie de cette jeunesse qui arrive avec plein d'énergie, alors que nous n'en avons plus autant, et nous n'avons plus autant de désir comme pourrait avoir cette jeunesse. Non, on dit la jeunesse, regardez, c'est quelque chose de merveilleux, tout est permis, ils ont toute la vie devant eux, donc c'est quelque chose de magnifique. Et quand on est envieux, ben, on a tendance à vouloir leur faire des croche-pieds pour voir s'ils se cassent la gueule. D'accord? Et donc, une chose que fait la société en général, c'est, on dit que la société actuelle, elle ouvre plus facilement les portes à la drogue pour les adolescents qu'au travail. Alors, vous voyez dans quel état la société, elle est. C'est-à-dire que les jeunes générations, elles ont plus facile accès aux drogues de tout type qu'au travail, par exemple, non? Donc, il y a plus, non? Et ce qu'on leur montre, je veux dire que quand on leur montre à la télévision les perversions, les corruptions, les viols, les meurtres, et on leur dit, voilà, t'es content? T'as vu ce qu'on t'a préparé? Bon, bref, donc c'est-à-dire qu'il y a ce moment psychique qui fait face et cette situation, on va dire, cette situation sociale qui n'est pas là pour l'aider. Donc, on va voir, et, quand on parle de cette adolescence, donc qui est un moment difficile, et douloureux pour les adolescents, principalement parce que c'est le moment où ils vont devoir se séparer de ces premiers objets d'amour. D'accord? C'est-à-dire que, oui, c'est bien, ovule, spermatozoïde, il ne faut pas fabriquer un enfant. Cet enfant, pour devenir adolescent, puis adulte. Donc, et c'est un moment de développement qui est douloureux, où ils doivent se séparer de leur enfance. Ils doivent se séparer de leur enfance, ils doivent se séparer de leurs amours. Enfin, c'est une séparation qui est terrible. Et en plus, après, il y a des parents qui ne les supportent pas parce que ils ne sont pas toujours très agréables. Malaise dans la civilisation actuelle. Mais Freud dit que le malaise dans la civilisation actuelle, Fatima, c'est là le sentiment de culpabilité inconscient. Donc, c'est pas exactement ça. Non, c'est pas seulement ça, on va dire. Donc, donc l'enfant, enfin, le jeune adolescent doit se séparer de ses premiers amours parce que ce sont des amours interdits. En plus, ce sont des amours interdits. Donc, il doit s'intéresser à tout ce qui va hors de la famille, non? C'est-à-dire à tout ce qui est étranger à la famille. Mais ce que va nous dire la psychanalyse, et ça aussi c'est important, ce que la psychanalyse, elle va nous dire qu'en général, pour les enfants, pas en général, pour tous les enfants, c'est plus facile de se séparer de ses parents que de se séparer des idées que les parents nous ont inculquées, non, que nous ont transmis ou que nous avons appris. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les modèles idéologiques de l'État. C'est-à-dire que les enfants peuvent partir, il y a des adolescents, il y a des jeunes qui partent, qui font leur bagage, qui vont faire Erasmus, une société malade plus facile à manipuler, oui. Et donc, effectivement, donc, les jeunes qui partent, qui vont s'installer vivre en Thaïlande, qui vont s'installer vivre aux États-Unis pour faire une super école et tout, qui prennent de la distance des parents,
mais dans le fond, il ne s'éloigne pas tant que ça d'eux, puisqu'en fait, il continue à être guidé par les modèles idéologiques de l'État, non? C'est-à-dire les idées dans lesquelles ont vécu leurs parents et qui leur ont transmis ces idées, non? Et, et, euh, et donc, en fait, les enfants, même s'ils prennent de la distance, en fait, ils continuent à être fidèles aux parents, dans le sens où ils continuent à être fidèles aux idées que les parents leur ont transmises. C'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'ils continuent à être fidèles. Et alors, on va voir. Ensuite, il y a une chose aussi qui est intéressante dans cette époque de l'adolescence, parce que quand on dit qu'ils vont critiquer les parents, mais ils vont critiquer en général tous les adultes. Donc l'adolescent, pas le jeune adolescent, mais quand il grandit un petit peu, ben, ils vont commencer. Vous savez, c'est un petit peu comme les mouvements artistiques. Le nouveau mouvement artistique, le surréalisme, il est devenu non, pour donner une nouvelle forme et pour critiquer l'antérieur. Non, l'impressionnisme, c'était la même chose, c'était pour critiquer le mouvement antérieur, et en général, bon, en plus, c'était des jeunes. Mais je veux dire que ça, c'est l'attitude des jeunes, non? Ils marchent parfois dans les pas des parents, et ça, c'est l'erreur, non? Ça, c'est l'erreur, c'est-à-dire que ils veulent refaire la vie, ils veulent faire la même vie que les parents ont fait. Enfin, ils veulent, entre guillemets, disons qu'ils sont pris par ce circuit, ils se rendent même pas compte, non, ils se rendent même pas compte, et puis tout d'un coup, ils peuvent regarder et disent, ouf, j'ai fait la même chose que mes parents. Donc, alors que je suis une personne différente, non? Je suis une personne différente. Donc, et on va voir donc cette idée, et ça c'est très important parce que ce renouveau que certains adolescents veulent présenter, parce qu'il y a des adolescents qui sont entreprenants, qui veulent, malgré toute cette situation, qui arrivent quand même à désirer et à vouloir faire quelque chose de leur vie, hein, qu'ils ne sont pas tous éteints, sinon que, bien au contraire, il y a une jeunesse qui veulent faire plein de choses, d'accord, et qui ont tendance à critiquer, en fait, bah, bien évidemment, pacte de loyauté, qui ont envie de critiquer, qui ont envie qu'ils le font, qu'ils critiquent, bien évidemment, tout ce que leurs parents ont fait, et tout ce que la génération de leurs parents ont fait, et que eux, ils veulent présenter quelque chose de nouveau, de meilleur, non? Et ça, c'est une énergie, bien évidemment, qu'il ne faut pas, non, qu'il ne convient pas d'aplatir, il faut les laisser vivre, même si on a l'impression qu'ils se trompent, faut les laisser, puis en plus ils ont la possibilité de se tromper, que se tromper, comme on sait, ça fait partie du chemin, et donc c'est quelque chose qui est très bénéfique pour eux comme pour nous, parce que qu'on vienne nous critiquer, nous qui sommes si assis dans nos certitudes, c'est pas quelque chose qui est négatif non plus. Qui viennent nous critiquer, qu'on a beaucoup de choses, nous aussi, à transformer. D'ailleurs, les parents qui ont des jeunes adolescents, ce sont des parents ou ce sont des adultes, on va dire, qui ont un certain dynamisme, qui sont beaucoup plus dynamiques avec les adolescents à la maison que quand les adolescents sont partis, non? Donc, et, et donc, il y a beaucoup de jeunes, donc, comme je le disais, qui sont entreprenants, qui veulent créer un nouveau mouvement littéraire, un mouvement culturel, qui veulent créer des choses nouvelles, et que c'est ça dont on a besoin. Alors, ne leur mettons pas de bâton dans les roues. Donc, comme je dis, même si on a l'impression qu'ils font n'importe quoi, peu importe notre jugement, qui sommes-nous pour aller juger cette jeunesse qui a envie de faire des choses? Il faut les laisser faire et puis après on verra bien où ça les mène, non? Et, et après, bien évidemment, alors ensuite on va dire une chose aussi qui est importante aussi à considérer, c'est que quand on parle de l'éducation des jeunes, eh ben, qu'il n'existe pas, comme vous le savez, de critères éducatifs préétablis, non? Où on pourrait faire un copier-coller en disant voilà, on va faire copier-coller, on va... Non,
ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une éducation, on ne peut pas faire la même éducation pour tous les enfants. Pourquoi? Parce que chaque enfant est différent. Donc toutes ces tentatives dans les écoles de pouvoir appliquer la même chose pour tout le monde, bien évidemment, ça fait qu'il y en a qui, tous, ne réagissent pas pareil, comme vous le savez. Donc on voit bien que l'éducation, pour certains, non, ils arrivent à apprendre quelque chose et ils arrivent à sortir plus ou moins indemnes du lycée ou de l'université, mais pour d'autres, ben, c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que pour chaque enfant, l'éducation doit être pensée par rapport à sa situation. Même quand il y a des frères et sœurs, non, les parents, quand ils ont plusieurs enfants, comme j'ai fait ça avec ton frère, ben maintenant je fais ça avec toi, ou là, non. Donc ils les comparent, ils veulent être justes, qu'il n'y en ait pas un qui est plus que l'autre, alors qu'ils sont différents. Donc la justice, dans ces cas-là, n'existe pas, puisque chaque enfant est différent. Non, il y a un enfant, je vais lui donner 1 euro, il va le perdre. L'autre, je vais lui donner 1 euro, et il va le multiplier par 20. Alors, par exemple. Donc, et il n'y a pas non plus de conseil directement professionnel standard qu'on va pouvoir donner, pareil, en disant, faut faire ceci, faut faire cela. Ben non, ce serait pratique, non? On n'aurait plus qu'appuyer le bouton, et puis ça passerait, et on ressemblerait à la IA. Ou la AI, non, l'intelligence artificielle, la IA, oui. Donc, c'est pas ça. Maintenant, en plus, comme nous avons l'intelligence artificielle, il va falloir nous différencier de cette puissance informatique, non, et montrer que nous avons des caractéristiques humaines, que nous avons cette capacité d'improviser, d'avoir une... non, quelles sont les conséquences de cette séparation ou castration symbolique qui n'est pas établie correctement? Ben, à chaque fois, Annie, là, voilà, vous voulez la formule. Ben non, sur chaque enfant, non, il y a un temps de séparation qui est plus ou moins long, plus ou moins court. Il y en a qui se séparent jamais, mais pour chaque enfant, ça va être vécu d'une façon différente. D'accord? Chacun va en parler. C'est pour ça qu'à chaque fois, on fait référence en psychanalyse au selon comment en parle le sujet. Ce que je dois être capable, c'est de pouvoir écouter la différence. Pas de dire, tiens, dans la consultation, il y a un jeune de 15 ans qui arrive, donc je le pense comme l'autre de 15 ans. Non. Alors, je sais théoriquement dans quelle situation plus ou moins se trouve un jeune de 15 ans, mais je ne sais pas comment il est en train de le vivre. Et que tout le monde ne vit pas la même chose. Vous n'êtes jamais allé accompagner quelqu'un à voir un film dans une salle de cinéma et que personne n'avait la même idée quand on est à la sortie. Non? Les réseaux sociaux représentent actuellement un modèle de modelage, une référence. Bon, il y a toujours eu des modèles. Il y a toujours eu des modèles. Donc aujourd'hui, à la rigueur, on pourrait dire que grâce aux réseaux sociaux, il y a plus de diversité de modèles. Il y a plus de... Avant, il y avait beaucoup moins de diversité. Il y avait 3 revues et tout le monde lisait les 3 revues. Aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux, non, différents, il y a des modèles qu'on peut utiliser avec de grandes différences. Donc après, chacun va trouver, bien évidemment, hein, son modèle pour dire, tiens, j'ai envie d'être comme... Hein, il faut bien commencer comme ça. Donc, et donc, bon, et après, je ne passerai pas sur le sujet où je passerai outre le sujet de tous ces adolescents qui présentent des troubles de tout genre et parfois des choses qui les empêchent complètement de vivre. Il faut les conduire chez un psychanalyste. Il faut les conduire chez un psychanalyste. Parce que les laboratoires pharmaceutiques sont très puissants et on finit par les droguer. Alors ils ne prennent pas la drogue, non, la drogue vendue en catimini, sinon qu'ils vendent la drogue vendue par les laboratoires. Il faut les conduire chez un psychanalyste pour qu'ils puissent parler de ce qui leur arrive. La psychanalyse, non, c'est celle qui traite de la connaissance des lois du fonctionnement psychique. L'esprit critique est plutôt bien développé chez les jeunes d'aujourd'hui. Ben, ceux de Siam, d'accord, tout le monde ne dit pas ça. Donc vous voyez, vous avez cette phrase-là qui est très bien, mais il y en a d'autres, non, qui disent autre chose. Donc c'est pour ça, à chaque fois nous avons une manière de regarder un petit peu les choses de façon différente, non ?
Donc, c'est-à-dire le fonctionnement du psychisme, c'est-à-dire les lois qui accomplissent, qui vont produire ou la maladie, non, ce sont les mêmes mécanismes qui vont produire ou la maladie ou qui vont produire la santé. Que ça peut être dans la joie, dans la tristesse, dans le bien, dans le mal, dans le connu, dans l'inconnu, enfin et que la psychanalyse, bien évidemment, c'est un traitement qui va permettre un traitement possible pour les jeunes qui souffrent de certaines inhibitions, de stress et de différents troubles dans leur éducation scientifique et culturelle et leurs relations sociales avec non, les jeunes du même âge ou avec des gens du même âge, du même sexe ou de sexe différent. Donc, c'est-à-dire que dans un travail analytique, ben, que les jeunes vont apprendre à dominer ces passions si exaltées qui leur fait faire un peu, qui leur font perdre beaucoup d'énergie, leur fait faire n'importe quoi, et à dominer un petit peu en fait leur affectivité avec l'intellect. Donc ils ne vont pas éliminer leur affectivité, mais ça va orienter cette affectivité pour qu'elle soit, on va dire, plus constructive, puisque c'est le début, non, c'est le moment où ils vont commencer ce chemin pour construire leur propre vie. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre à voir un petit peu ce qu'ils désirent pour construire leur propre vie. Hein. Donc voilà pour le sujet de l'adolescence. Donc je n'ai pas voulu m'arrêter sur tous les problèmes dont souffrent les adolescents, mais que je pense que, enfin c'est pas que je pense, c'est que je recommande vivement, bonsoir Christine, que d'amener ces adolescents à pouvoir parler avec un psychanalyste, d'accord, c'est-à-dire de pouvoir mettre des mots sur tout ce qui leur arrive. Ça va leur permettre de se rendre compte un petit peu de leur situation, de relativiser tout ce qui leur arrive et surtout de se rendre compte de tout cette augmentation d'énergie, ces passions exaltées, de pouvoir les orienter à la construction de leur vie. Il faut le conduire chez le psychanalyste, car la psychanalyse est un traitement profond et constructif. Et pour qu'il se rende compte, non, de tout ce qu'il est en train de lui arriver, parce qu'en fait le jeune, il comprend pas ce qui lui arrive. Qu'est-ce qui m'arrive? Celui-là, tout d'un coup, il sent qu'il a de la haine pour telle personne, et je comprends pas pourquoi j'ai de la haine pour cette personne. Hier, je l'aimais bien, et aujourd'hui, non, je serais prêt à lui donner un coup. Non, donc, ils ont beaucoup de sentiments qui sont incompréhensibles pour eux, et pouvoir en parler avec quelqu'un qui va pas les juger, qui va pas leur dire c'est bien, c'est pas bien, attention, qui va pas vouloir, s'il accepte. Et vrai, effectivement, Christine, s'il accepte, d'accord, que ça c'est important. C'est important. Mais quand il n'accepte pas, c'est parce qu'en général, il est déjà trop tard. Trop tard dans le sens où il faut le prendre dès la base, non? Dès le départ, il faut l'aider dès le départ. Quand il n'accepte pas, c'est parce qu'il veut embêter ses parents. C'est pas qu'il n'accepte pas, c'est qu'il veut embêter ses parents. C'est que ses parents veulent ça, donc ils disent non. D'accord? Donc, mais bon, de toute façon, tout le monde n'accepte pas, comme vous le savez. Il y a des gens qui acceptent la psychanalyse et il y en a d'autres qui préfèrent, non, qui préfèrent ne pas. Je veux dire que les adultes aussi, hein, c'est pas simplement les adolescents. Il y a aussi des adultes qui ne veulent pas. Donc, mais ça, c'est la responsabilité de chacun. Non. Nous, on est là pour dire que la psychanalyse est un instrument très bénéfique pour tous ceux qui acceptent de faire le travail. Parce que c'est pas facile. Non, c'est pas facile, mais pour tous ceux qui font le travail de suivre une psychanalyse, la psychanalyse est complètement bénéfique. Donc, après, chacun choisit la vie qu'il désire. Que voulez-vous? Non, c'est quelque chose. Mais nous sommes là pour montrer et pour recommander cet instrument qui est beaucoup moins cher que les médicaments. Bon, bonne continuation à tous. On continue mardi prochain à la même heure avec un nouveau sujet. On verra bien de quoi on parlera. Et pour ceux qui veulent continuer à étudier, vous savez que vous avez le cours sur la relation d'objet
qui a déjà commencé, mais je peux vous envoyer le lien pour que vous puissiez le voir en différé. Un cours très intéressant justement qui fait encore référence à nos relations sociales, puisque rappelez-vous, nos relations sociales, c'est notre source de bien-être, de bonheur et aussi notre plus grande source de souffrance. Donc apprendre un petit peu, savoir comment ça fonctionne, c'est quelque chose qui convient à tout le monde. Donc merci Marlène. Lila, comment se manifeste l'angoisse de séparation chez l'adolescent? Eh bien ça dépend de l'adolescent, vous voyez, ça dépend de chaque adolescent. Merci à vous. Gina dit la psychanalyse, c'est le remède. Bon alors, bonne continuation et bonne fin de soirée à tous. Et on continue mardi prochain. Allez, au revoir. Ciao, ciao. Sans dommage pour son esprit. Exactement, Guy. Allez, au revoir, au revoir.